Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 7 avril. Vous suivez le 1245. Merci de rester fidèle à Live TV pour vous informer. Et voici votre session d'actualité de la mi-journée. On commence comme toujours par les titres. Côte d'Ivoire, le gouvernement Hachi a été annoncé hier dans sa composition et son organisation. Nous y revenons. Et puis un accord pour développer les compétences de 20 000 agriculteurs ivoiriens a été signé à Rabat au Maroc. Une façon de mettre l'agriculture ivoirienne au diapason des effets de la situation sanitaire mondiale. On développe le sujet dans cette édition. Enfin, la CEDEAO en réunion à Abidjan pour plancher sur la mise en place de normes sanitaires et techniques, notamment relativement à l'assainissement et à certains appareils électriques. On vous dit tout dans un instant. Restez avec nous. Et bienvenue. La une de l'actualité est occupée par l'annonce du nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement nouvellement confirmé, Patrick Jérôme Hachi, en remplacement d'Ahmed Bakayoko, a formé son équipe et la composition officielle a été dévoilée hier aux alentours de midi. Une escouade formée de 37 ministres et 4 secrétaires d'État. Un carrousel interministériel, des entrants et des sortants. C'est la recette universelle de presque tous les gouvernements et celui-là ne fait pas exception. Et nous revenons sur cette nomenclature dans les détails avec Cécile Itoni et Tchelina Soro. Un mois exactement après les élections législatives en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara procède à la nomination d'une nouvelle équipe ministérielle. Le tout premier gouvernement de Patrick Hachi sous l'ère de la Troisième République est désormais connu depuis ce mardi 6 avril et la liste des membres a été dévoilée dans un communiqué de la présidence de la République, lu par Abdourahmane Cissé, le nouveau secrétaire général. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 6 avril 2021 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre du gouvernement. Parmi la vingtaine de ministres nommés figure Kandia Camara, promu ministre d'État, et quitte le ministère de l'Éducation nationale, où elle cède la place à Mariatou Koné pour le ministère très stratégique des Affaires étrangères. Kobenan Kwasi Adjoumani conserve son portefeuille de l'agriculture et est également promu ministre d'État. Il a suffi au président de me faire confiance et de me confier cette lourde responsabilité. Donc c'est pour moi un moment de satisfaction. Plusieurs mouvements, mais aussi des mutations dans ce nouveau gouvernement, notamment Anne Désiré Ouloto qui migre au ministère de la fonction publique et de la modernisation en remplacement du général Issa Coulibaly. Le ministère de la communication et des médias change de locataire. Siditi Moko Touré est remplacé par Amadou Coulibaly. Siditi Moko Touré a été, lui, nommé à la tête du ministère des Ressources animales et halieutiques, en remplacement de Dosso Moussa. La nouvelle composition gouvernementale ouvre également la porte à de nouveaux visages, très entrants, parmi lesquels le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara, et le maire d'Odiéné, Nassene Batouré, qui occupe désormais le fauteuil du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Mais aussi Pierre Dimba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en remplacement de Eugène Aka Awele, appelé à d'autres fonctions à la présidence du Conseil économique, social, environnemental et culturel. À côté de ces mouvements, certains, comme le patron des sports et le ministre des Transports, ont gardé leur poste et envisagent déjà de s'atteler le plus rapidement à des chantiers d'envergure. En ce qui concerne la mobilité des personnes, notamment à Abidjan, qui est la plus grosse agglomération de Côte d'Ivoire, nous allons cette année rentrer dans la phase active en ce qui concerne donc le métro d'Abidjan. Nous allons aussi débloquer la question de la gare routière internationale. Si certains ont gardé leur poste, d'autres par contre ont perdu leur fauteuil ministériel. Il s'agit de Sidiki Konaté, de Raymond Goudou Kofi, de Joseph Seka Seka et Albert Flendé. Au total, 18 sortants. Le gouvernement compte 37 ministres et 4 secrétaires d'État. Le décret de ce 6 avril abroge les décrets portant nomination des ministres d'État, secrétaire général et des autres ministres à la présidence de la République. Et puis notez que l'agriculture ivoirienne reçoit le soutien du programme des ponts du commerce arabo-africain, en abrégé AATB. Ce programme a conclu à Rabat au Maroc un partenariat avec OCP Africa pour développer les compétences de 20 000 agriculteurs ivoiriens à travers son programme dénommé AgriBooster. Un programme multi-organisation dirigé par la Société internationale islamique de financement du commerce. La subvention de cet organisme de financement islamique pour le programme OCP Africa AgriBooster en Côte d'Ivoire a pour objectif
Objectif de minimiser l'impact économique de la Covid-19 en maintenant les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales, mais aussi en améliorant les chaînes de valeur agricole du pays, surtout pendant les circonstances difficiles. De son côté, l'OCP Africa, par la voix de son directeur général, le Dr Mohamed Anwar Djamali, a assuré que le programme AgriBooster est un bon exemple d'initiative destinée à supporter les systèmes alimentaires africains pour les aider à devenir plus résilients. Rappelons que ce programme s'adresse aux petits exploitants agricoles dans 4 pays, Ghana, Sénégal, Nigeria et Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, une réunion de l'organe chargé de l'harmonisation des normes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte mardi à Abidjan en vue d'établir des normes sur l'assainissement, notamment relativement à l'eau et sur les appareils électriques tels que les ventilateurs, les postes téléviseurs et les chauffe-eau électriques. Cette réunion prévue sur 3 jours devrait permettre aux participants d'adopter notamment 2 normes ISO relatives à l'assainissement et 3 projets de normes de la CEDEAO sur les appareils électriques. Changeons de sujet et passons de la généralité à la particularité en nous intéressant à un cas spécifique. En Côte d'Ivoire, la problématique de l'eau potable dans les zones rurales est considérable et c'est le cas du village de Mandeke-Kaabo dans la sous-préfecture de Sakassou. Dans ce village, un seul point d'eau dessert plus de 1000 habitants, une offre évidemment insuffisante pour les besoins d'une telle population, un fait qui pousse les autochtones à consommer l'eau du marigot, oui, en plein 21e siècle, et qui cause bien souvent des maladies. Le reportage de Spencer Ilanga et Huguigui. Dans le village de Mandeke-Kaabo, le seul point d'eau potable disponible est cette pompe, qui dessert les plus de 1000 habitants de ce patelin. Chaque jour, ils la prennent d'assaut dans le but de repartir ne serait-ce qu'avec de quoi assurer le besoin quotidien. Mais cela nécessite un bon état physique. Pour avoir l'eau, pour être premier, il faut venir au moins 1h du matin ou bien 24 h pour venir t'asseoir ici. Là, tu es premier, c'est toi qui es plus premier. Mais si tu viens au moins 6 h, 5 h, il faut te dire que tu vas faire. On appelle ça apprenti. Tu dois faire apprenti d'abord. Apprenti, ça veut dire la personne qui est devant, lui il est là à puiser, toi tu viens, tu dois l'aider d'abord avant de puiser pour toi. Donc on appelle ça apprenti. Nous les jeunes, on a encore la force pour puiser. Autant de contraintes qui poussent certaines villageoises à opter pour l'eau du marigot. Mais pour avoir cette eau, ces femmes parcourent jusqu'à 2 km et doivent faire 2 à 3 tours. Elles sont une quinzaine marchant en file vers le précieux liquide. Une fois à la source, c'est la délivrance. Des kilomètres parcourus pour amener de l'eau dont la qualité est une source de nombreuses maladies. Dans ce village, l'eau est une denrée rare, autour de laquelle naissent régulièrement des conflits. Alors que la pompe a été installée pour réduire sa place, ce marigot demeure pourtant une source d'eau toujours prisée dans ce village. Impropre à la consommation ou pas, les habitants sont dans l'obligation de l'utiliser. Ici, les villageoises adoptent une technique pour rendre l'eau limpide. Elles y rajoutent de la cendre de charbon de bois qui filtre l'eau pour la rendre un peu plus claire. C'est comme ça on fait pour que ça soit propre, parce que c'est trop sale. Bon, on est habitué, quand on s'en va à l'hôpital, il n'y a pas de problème. C'est cette eau qui sera utilisée pour tous les besoins des familles du village. Le village de Mandeke-Kaabo souffre de grands problèmes d'eau potable, surtout que les besoins sont de plus en plus énormes. 40 ans, la population, j'ai dit, a triplé, plus que triplé même. Parce qu'on était à 250 habitants, maintenant nous sommes à plus de 1000 âmes. La seule pompe que nous avons date de plus de 40 ans. Donc il y a insuffisance d'eau. Au XXIe siècle, nous ne sommes plus à ce stade où on peut consommer l'eau de marigot. Quels que soient les efforts que nos mamans, nos femmes fournissent là, l'eau qui provient de ces marigots-là, vraiment n'est pas acceptable. Mais on n'a pas le choix. Comme ce village, de nombreux villages dans le centre de la Côte d'Ivoire font face au défi du manque d'eau et de l'existence d'un système d'adduction plus efficace. La question du financement est donc primordiale, puisque les capacités conjuguées des donateurs et des gouvernements sont nettement insuffisantes au regard des moyens requis pour combler le déficit actuel. Espérons que le message soit bien passé.
Tout autre chose, qu'ils soient issus de l'alimentation, du cosmétique, de la mode ou encore de l'industrie, les produits made in Côte d'Ivoire occupent faiblement le territoire national. Pour conquérir le marché largement conquis par les marques internationales, certaines marques ivoiriennes développent de nouvelles techniques. Comment s'y prennent-elles et surtout avec quels résultats? Vous êtes curieux de le savoir? Moi aussi. Suivons cet élément de réponse dans ce reportage d'André Assémian et Roméo Tapé. Sur nos marchés dans les grandes surfaces, les produits manufacturés occupent la majorité des rayons. Ces produits de grande consommation sont majoritairement d'origine étrangère. Face à ce qui consacre une faible présence du Made in Côte d'Ivoire dans le commerce, des créateurs ivoiriens veulent changer la donne. Pour relever ce défi de l'occupation du vaste marché de la consommation, ces marques produites en Côte d'Ivoire développent de nouvelles stratégies. C'est le cas de l'Éléphant Gourmand, une marque qui s'est spécialisée dans la production de la liqueur à base de fruits. On trouve dans cette galerie de la liqueur à base d'orange, de gingembre, de cocktails de fruits issus de l'agriculture locale. Pour conquérir le marché dominé par les marques internationales, le promoteur de cette liqueur développe une stratégie particulière. Qu'est-ce qui fait aussi l'Éléphant Gourmand? C'est qu'on fait goûter, parce qu'en fait, comme j'ai inventé ces produits-là, même d'une tradition populaire, mais je les ai améliorés pour qu'ils soient comestibles et qu'ils puissent provoquer des émotions au niveau du plaisir, parce qu'on parle de plaisir, et bien petit à petit, il y a le bouche-à-oreille qui s'est installé. On a fait un très gros travail sur l'ensemble des réseaux. On est très présent dans plein de manifestations qui sont pour nous un service marketing. C'est gratuit, on se fait connaître. Il y a des salons aussi qui sont biannuels sur Abidjan qui sont très importants. Et écoutez, en 6 ans de travail, on s'est fait connaître. Une liqueur, un sirop, c'est comme une musique, c'est comme une peinture. C'est quand vous regardez, quand vous goûtez, quand vous entendez, l'interprétation, le goût, la qualité génèrent chez vous des émotions. Cette marque existe depuis 2015. Produit en moins de 6 000 bouteilles par an qui sont distribuées dans les grandes surfaces du pays. Pour s'étendre facilement sur le marché national, le promoteur d'Éléphant Gourmand a misé sur l'accessibilité des prix de ses produits. Ainsi, une bouteille de liqueur se vend entre 8 000 et 10 000 francs CFA, ce qui lui vaut de réaliser un chiffre d'affaires estimé en moyenne à plus de 50 millions de francs CFA chaque année. Tout comme l'Éléphant Gourmand, d'autres marques ivoiriennes ont développé des dents longues ces dernières années. Parmi elles, Lika, une marque de parfum qui a vu le jour il y a 2 ans maintenant. Sa promotrice Zalika Barro, lassée de rechercher des marques de parfums importées parfois introuvables sur le marché, a lancé sa gamme de parfums adaptés pour nos tropiques. Des parfums qui sont réalisés à base de senteurs telles que les fleurs d'hibiscus, de passion, de goyave et d'encens. Des parfums qui répondent au mieux aux besoins de la clientèle, selon sa promotrice. Alors ça fait un peu homme. Elle a ça, comment elle s'appelle? Non, Yolanda. Ah. C'est pas comme Baccarat là, c'est je crois bien, je sais plus. Qu'on s'inspire des marques étrangères pour proposer un produit qui s'adapte au mieux aux besoins du consommateur. Et nous sommes à l'écoute, nous sommes sur place, donc le client a la capacité d'apporter ses suggestions, ses recommandations, ses critiques. Nous sommes à l'écoute, donc déjà nous sommes proches du client. Aujourd'hui, ces marques nationales espèrent premièrement conquérir le maximum de consommateurs ivoiriens, rentabiliser leur business et dans un second temps s'exporter à l'échelle sous-régionale, continentale, puis mondiale. Ouvrons, si vous le voulez bien, le chapitre international de cette édition. En Tanzanie, Samia Hassan a pris les rênes du pays en mars suite au décès brutal de John Magufuli. Jusque-là, l'ancien président n'avait eu de cesse de minimiser l'impact de la crise du Covid-19. Son ex-vice-présidente a donc rompu mardi 6 avril avec la ligne de son prédécesseur. La présidente a annoncé qu'elle allait créer un comité d'experts pour conseiller le gouvernement chargé de faire la synthèse des connaissances mondiales sur le virus et de faire des recommandations. Par ailleurs, et pour confirmer le changement de style, notez que la présidente, 61 ans, refusant l'idée que le gouvernement de Tanzanie puisse être critiqué de supprimer la liberté de la presse, a ordonné la réouverture de médias interdits par son prédécesseur, dont l'administration a été régulièrement montrée du doigt pour limiter les libertés fondamentales. Et puis au Congo, au terme de la présidentielle, on peut dire que le règne de Denis Sassou Nguesso sur le Congo se poursuit. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours de l'opposition et validé la réélection du président sortant. En outre, cette juridiction fait savoir qu'elle a néanmoins procédé aux rectifications et ajustements nécessaires sur les résultats de l'élection présidentielle tenue le 21 mars dernier. Le candidat du Parti congolais du travail, PCT, au pouvoir depuis 36 ans maintenant, arrache ainsi un 4e mandat. Il pourrait même présider aux destinées de ce pays de l'Afrique centrale jusqu'en 2031 grâce à une modification de la Constitution effectuée en 2015.
Et refermons ce journal avec cette information. La France a ouvert au grand public mercredi 7 avril d'importantes archives relatives à la situation au Rwanda entre 1990 et 1994, 27 ans, jour pour jour après le début du génocide des Tutsis dans ce pays. Il s'agit d'archives de l'ancien président François Mitterrand ainsi que celles de son premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. Plusieurs de ces documents, notamment des télégrammes diplomatiques et notes confidentielles, figuraient dans le rapport accablant sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, rendu par une commission d'historiens, c'était fin mars. Le rapport Duclerc, c'est son nom, revient sur l'engagement français durant ces 4 années décisives, au cours desquelles s'est mise en place la dérive génocidaire du régime Hutu pour aboutir à la tragédie de 1994. Kigali et Paris n'ont pas oublié. Plusieurs cérémonies en hommage aux victimes sont prévues aujourd'hui à Kigali et à Paris, notamment au mémorial de la Shoah. Mais au Rwanda, les hommages ne se limiteront pas à la journée d'aujourd'hui. C'est une semaine entière de deuil national et de recueillement qui débute 27 ans après le jour du basculement dans l'horreur. Et point final de cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur les antennes de Live TV. L'information revient en début de soirée et nous nous retrouverons ce soir et toute cette semaine sur le coup de 19h45. Et le 12h45, lui, revient demain. Dieu voulant, même heure, même canal, même fidélité. D'ici là, prenez soin de vous. Pour ma part, je vous dis le traditionnel à demain. Non. À ce soir.